Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Moins de 12 heures, c'est le temps qui s'est écoulé ce 6 novembre 2024 entre l'annonce de la victoire de Donald Trump aux élections américaines et celle de l'explosion de la coalition allemande, annonce faite par le chancelier lui-même en direct à la télévision, et cela ouvre la voie des élections anticipées d'ici le printemps. Face à une telle concomitance, on a envie de faire le lien, voire une causalité, comme dans un House of Cards transatlantique où le chaos de Trump mettrait KO la coalition de Scholz. Mais n'oublions pas tout de même toutes ces secousses internes à la majorité gouvernementale qui, depuis des mois, ont miné la confiance entre les trois partenaires à Berlin. Scholz n'a pas attendu les électeurs américains pour être un canard boiteux, sauf que maintenant, l'histoire s'accélère et on vous l'explique. Bienvenue dans un épisode enregistré, monté et produit dans le feu de l'actualité, sans reportage parce qu'il a fallu s'adapter vite. Initialement, on devait parler des relations germano-américaines. Et puis c'est devenu une édition spéciale sur Trump et les Allemands. Enfin, avec la crise à Berlin, nous avons décidé de faire la synthèse, car oui, sans tomber bien évidemment dans un délire de scénariste de séries télé, on peut quand même faire le lien entre les deux événements. Alors toutefois, on va passer quand même assez vite sur la situation purement allemande. Laissez-nous un petit peu de temps, s'il vous plaît, que les choses se décantent ici et on va vous ficeler, c'est promis, un épisode exhaustif d'analyse de la situation politique. Aujourd'hui, on fait juste une petite réaction à chaud avec le directeur adjoint du DFI. Bonjour Stefan Seidendorf. Bonjour Hélène. Stéphane, ma question est très simple. Est-ce que l'explosion de la coalition ici à Berlin, c'est le premier effet du retour de Trump à la Maison-Blanche ? Non, je ne crois pas. La preuve ultime, si tu veux, on en a déjà parlé au podcast avant l'été, que ce serait à l'automne. En quelque sorte, c'est cette question du budget qui a servi comme levier pour sauter le cap. Oui, j'ai des preuves enregistrées. On sait au moins depuis l'été que ce budget 2025, c'était une véritable bombe. Si on regarde comme ça, le tocsin de cette coalition a sonné il y a très exactement un an, quand la Cour constitutionnelle leur avait expliqué qu'on ne pouvait pas éternellement défaire la Constitution et utiliser et emprunter de l'argent sans vraiment prouver l'existence d'une urgence. Donc, si je comprends bien, la réaction logique, la réponse à la victoire de Trump, l'effet premier, cela aurait été que les partenaires se serrent les coudes et fassent preuve de responsabilité. C'est le contraire qui s'est passé. Business as usual à Berlin. On peut peut-être même aller jusqu'à dire, on voit comment ils sont enfermés dans leur, pas bulle, mais dans leur logique berlinoise de politique domestique intérieure, que même l'appel à la responsabilité européenne, internationale, devant des événements aux États-Unis, en Ukraine, tout ça, ça n'a pas fait qu'on pourrait se remettre d'accord une dernière fois autour d'un budget. Pourtant, mercredi soir, quand il annonce la fin de sa coalition, Olaf Scholz le dit très bien. Die Lage ist ernst. La situation est grave. Et il nomme directement les élections américaines qui créent, d'après lui, une incertitude croissante. Donc, il y avait motif à dire que oui, on avait une situation d'urgence, mais visiblement, ça n'a pas suffi à garder les libéraux à bord. Christian Lindner, qui était jusqu'à il y a quelques jours ministre fédéral des Finances et qui est le chef du parti libéral FDP, n'a rien voulu entendre sur le frein à la dette. Mais il aurait peut-être fallu préparer cet argument un peu plus longtemps dans l'opinion publique, dans le discours, pour amener le Parti libéral autour de cette logique. Ce qui semble avoir été bien préparé en revanche, c'est cette rupture, la prise de parole de Scholz, qui a réglé ses comptes en direct et d'une façon très brutale avec Lindner, n'était pas improvisée, ça c'est clair. Il a parlé d'un ministre qui avait trahi sa confiance, qui avait une attitude clientéliste, une attitude de comptable, indigne et égoïste. Wer sich in einer solchen Lage einer Lösung, einem Kompromissangebot verweigert, der handelt verantwortungslos. Als Bundeskanzler kann ich das nicht dulden. On l'a rarement entendu comme ça, Olaf Scholz. Lindner, après, il était visiblement consterné et surpris de la violence de l'attaque du chancelier et du bien préparé de son discours. Bref, Scholz a choisi ce moment pour lancer sa campagne électorale. On verra si c'est bien joué, si ça convainc les électrices et les électeurs. Quel est le calendrier maintenant, Stéphane ? C'est quoi la suite avec ce gouvernement sans majorité ? En sortant de la Deuxième Guerre, de la République de Weimar, le maître mot, c'était stabilité. Et donc, même quand il y a changement, il y a stabilité, le gouvernement reste aux affaires, le Parlement
ne peut pas s'autodissoudre. Il a besoin de réélire un chancelier pour cela, avec une nouvelle majorité, pas en vue, donc ce n'est pas ce qui va arriver. L'autre possibilité pour arriver à des élections anticipées, c'est le chancelier qui demande un vote de confiance et qui fait exprès, en quelque sorte, de perdre ce vote de confiance. C'est ce qu'il a prévu pour janvier, ça semble un peu loin, on va voir si on arrive jusqu'en janvier, avec ensuite une logique impeccable qui est décrite dans la Constitution. Le président a 2 semaines pour convoquer les élections, ensuite il y a 60 jours, et ensuite on aura des élections anticipées au mois de mars certainement. Et j'ai entendu même peut-être en avril, donc dans 5 mois, c'est le délai, semble-t-il, pour une dissolution à l'allemande, à comparer avec les 4 semaines de dissolution à la française, comme on l'a vu cet été après la décision d'Emmanuel Macron. Bref, tout est dit sur les différences de culture politique entre nos 2 pays, mais c'est l'ADN du podcast de vous expliquer tout ça, donc nous serons là, comptez sur nous. À bientôt Stéphane. Et puis, salut Aileen Keller. Bonjour Hélène. Au DFI, tu suis notamment les questions économiques. Mercredi soir, après Scholz, j'imagine que tu as remarqué que c'est le vice-chancelier, le ministre de l'économie, Robert Habeck, qui a pris la parole. Lui aussi pour épingler le dogme du frein à la dette. Est-ce que Trump a été pris comme un prétexte pour abattre un totem de la politique allemande ? Est-ce que c'était un argument un peu tordu pour faire plier les libéraux, ou est-ce que l'arrivée de Trump justifie vraiment de suspendre le frein à la dette ? En fait, d'une certaine manière, c'est vrai que le scénario Trump, ça change la donne pour l'Allemagne, mais aussi pour l'ensemble des Européens, à la fois sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan économique. Bon, pour tout ce qui concerne l'économie, c'est vrai que la vision de Trump, on la connaît. Donc, c'est un message très clair du America First ou même America Only, on pourrait dire. Et ça se traduit, et ça c'est un des éléments les plus importants, par une politique commerciale agressive. Dans le programme de Trump, il y a l'annonce d'un certain nombre de droits douaniers, autour de 10%, voire 20% pour tous les produits qui sont importés par les États-Unis, allant jusqu'à 70% pour les importations venant de la Chine. Donc forcément pour l'Allemagne, fortement exportatrice, ça pose des risques considérables. Les États-Unis sont la première destination des exportations allemandes. Donc, il est vrai que les excédents allemands, ils étaient dans le viseur de Trump la dernière fois. Ah oui, je me souviens de sa fixette sur ces voitures de luxe allemandes qu'il disait voir partout sur la 5e avenue de New York. Bon là, des années après, le secteur automobile allemand est quand même dans un état moins rutilant. Est-ce que ça va calmer la haine de Trump ? Les voitures allemandes, ça reste quand même le premier poste des exportations allemandes vers les États-Unis. Plus encore que vis-à-vis de l'Allemagne et l'Europe, c'est la Chine qui était dans le viseur du président Trump la dernière fois qu'il était élu président, où il y avait un véritable changement de stratégie pour dire que la Chine est la première menace, et qui s'est traduit vraiment dans un conflit commercial qui dépassait les droits de douane. Donc la question, c'est pas trop, d'un point de vue allemand, aujourd'hui, la politique de Trump en tant que telle, c'est plutôt la question de savoir à quel moment est-ce qu'il va jouer sur telle ou telle question. La Chine, ça reste une destination importante aussi pour les exportations allemandes. Et l'année dernière, on a vu un nouveau record des investissements allemands en Chine. Donc c'est vrai qu'il y a toute une série de questions qui se posent. Oui, les liens économiques de l'Allemagne avec la Chine, ça peut effectivement nourrir une nouvelle colère à Washington. Toutefois, l'Allemagne de 2016-2017 incarnait, on s'en souvient, quand même une forme de puissance économique qui allait d'ailleurs avec une certaine arrogance. En 2024-2025, on est en récession. Le modèle est remis en question. Est-ce que ça peut adoucir un petit peu Trump ? Ça reste à voir. De toute manière, la fragilité économique, ça va pas se traduire dans le changement de la position de l'Allemagne dans le commerce mondial d'un jour à l'autre. Mais c'est vrai que par rapport à la situation de 2016, l'Europe dans son ensemble, c'est pas que l'économie allemande, elle est fragilisée. Et lorsqu'on regarde, par exemple, le rapport Draghi, on voit un décalage très, très net. Donc, en fait, en termes de croissance, le décalage entre les États-Unis et l'Europe, c'est assez doublé. Pour le prix de gaz pour l'industrie
en Europe dans son ensemble, c'est pas que l'Allemagne. On parle plus du triple du coût pour la production en Europe. Et aussi, lorsqu'on veut expliquer le décalage, c'est surtout la compétitivité en termes de technologie et la révolution digitale. Et même dans le rapport Draghi, en fait, c'est lui qui dit très clairement on est dépendant des importations technologiques des États-Unis. Donc là aussi, il y a une sorte de dépendance qui joue en faveur de Trump, sur laquelle il peut jouer. Donc il y a des risques. L'Allemagne entre donc maintenant en campagne électorale. Est-ce que ces questions vont être un sujet de débat ? Alors, à mon avis, l'économie, ça va être le sujet central de la campagne électorale qu'on peut attendre. Pour le moment, on regarde plutôt ce qu'on peut faire à l'intérieur du pays pour renforcer l'économie. Mais c'est vrai que dès que le contexte international change, avec des implications directes, il se peut très vite que ça s'invite dans la campagne électorale allemande. Bon, si jamais le président Trump fait des annonces fortes sur les questions de politique commerciale, les droits de douane, ça va entrer aussi dans la campagne électorale allemande à travers les implications directes pour le marché, les débouchés aux États-Unis. Et que cette dimension européenne, parce que lorsqu'on parle comme politique commerciale, on ne parle plus de la politique de l'Allemagne, mais de la politique commune, ça peut entrer dans les débats. Et est-ce qu'on ira jusqu'à avoir un débat sur le principe d'un endettement commun des Européens, par exemple pour soutenir l'industrie ici sur le continent ? On peut aussi penser que ça pourrait financer la transition énergétique, financer peut-être même une politique de défense. Alors, c'est une question qui est dans l'air, à la fois du côté politique que lors du champ économique. Donc les économistes, il y a une partie qui sont pour, il y a une partie qui sont contre. Je pense que ça aussi, ça va faire partie de la campagne électorale. Est-ce que l'Allemagne, en tant que telle, a besoin plus d'investissement ? Est-ce que l'Allemagne, en tant que telle, peut s'endetter plus ? Pour un certain nombre de partis, il peut y avoir aussi une solution européenne, c'est de jouer plutôt sur le niveau européen que seulement sur le niveau national. À l'heure actuelle, si on regarde les sondages, Aileen, il y a un parti qui est clairement favori dans ces élections, c'est la CDU, avec son alliée bavaroise, la CSU. Et donc, il y a de très fortes chances qu'au printemps prochain, ce soit Friedrich Merz, le chef de la CDU, qui soit le nouveau chancelier. Il sera en tout cas en position de force pour mener les négociations de coalition. Et sur la question de l'endettement, sa ligne est très claire. Selon lui, les conditions pour un assouplissement de la règle du frein à la dette ne sont pas réunies. Quand on lui a demandé, là, il y a quelques jours, juste après la victoire de Trump, s'il envisageait un financement européen commun, par exemple via le mécanisme de stabilité européen, il répond d'un mot. I'm tempted to ask you in one sentence if you agree with the ESM proposal. No. Quand j'entends ça, moi, je me dis, Aileen, que l'Allemagne, gouvernée par la CDU, sera encore moins prête à bouger sur toutes ces questions. En même temps, ce qu'il y a dans le Parti conservateur, beaucoup plus que chez les libéraux, c'est cet élément aussi de responsabilité pour l'Allemagne ou le parti dans son ensemble. Et si, notamment dans un contexte économique difficile, la question de l'avenir de l'économie allemande se pose, je pense qu'il y a plus de souplesse de la part d'un chancelier Merz, du parti du conservateur, que l'on a vu chez les libéraux. Et de toute manière, lorsqu'on regarde le débat public, les deux perspectives, elles sont là. Il n'y a pas que la dette qu'on laisse aux générations futures, il y a aussi la perspective, il nous faut des investissements aujourd'hui pour être compétitifs demain. Donc je pense que c'est très utile de mener ce débat au niveau national, mais aussi au niveau européen, de vraiment se poser la question de comment faire pour que les investissements qui sont nécessaires sont vraiment productifs et efficaces pour stimuler l'économie. Donc c'est ça la question essentielle. Merci beaucoup Aileen Keller, chercheuse au DFI. Et sans plus attendre, nous partons pour Washington. On y retrouve Jacob Ross. Bonjour Jacob. Bonjour Hélène. La voix d'un autre think tank allemand, la DGAP, Société allemande de la politique étrangère, basée à Berlin. Mais là, tu te trouves en ce moment en séjour de recherche aux États-Unis. Tu as observé cette campagne électorale, la soirée des élections, avec un regard franco-allemand, puisque c'est normalement ton domaine d'expertise au sein du programme franco-allemand de la DGAP. Quelle est, Jacob, ta première réaction à cette réélection de Trump ?
Il faut être honnête, on se retrouve dans une situation qui ressemble beaucoup à 2016, sauf que entre-temps, on a eu 8 ans pour faire mieux, pour se préparer, se coordonner en européen. On a beaucoup discuté de ce scénario, mais sans réellement le traduire dans de l'action. Et ça va nous coûter très cher, je crains, dans les prochains mois et prochaines années. Et c'est une sacrée défaite de nous, Européens, de se retrouver dans cette situation et d'être dans une pire situation avec la guerre en Ukraine. Oui, c'est un échec européen, vraiment. Oui, le sentiment de déjà-vu est assez terrible, je dois dire. Écoute cette archive, tu t'en souviens sans doute, c'est Angela Merkel, fin mai 2017. À ce moment-là, elle rentre tout juste de son premier G7 avec Donald Trump. Elle l'a vu agir, elle l'a observé et son verdict est sans appel. Und die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Il est révolu le temps où nous pouvions nous reposer entièrement sur d'autres, et elle poursuit, nous autres Européens devons vraiment prendre notre destin entre nos mains. Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Quel aveu d'échec, Jacob. Oui, et il faut vraiment reprendre les titres de certains commentateurs dans les médias en Allemagne, mais partout dans le monde, dans la New York Times, je me rappelle, qui faisaient de Merkel, après l'élection de Trump 1, la leader du monde libre. Et si on regarde aujourd'hui son bilan, ses actions, c'est quand même, on voit combien de hybris et de faux espoirs étaient dans cette qualification-là. C'est tellement irréaliste et loin de la réalité que c'est surprenant, vu d'aujourd'hui. On va voir ce qu'elle écrira elle-même sur cette période, dans ses mémoires qui sortent très prochainement, le 26 novembre, vous pouvez noter la date. À l'époque, elle était vraiment la bête noire de Donald Trump, c'est certain. En sa présence, il se comportait comme un goujat, il l'avait pris pour cible, et il avait même dit lors de leur première entrevue que l'Allemagne était une délinquante, figurez-vous, parce qu'elle ne mettait pas ces fameux 2% de son PIB dans son budget de défense, comme c'est la règle pour les pays de l'OTAN. Cette question-là, du budget de la défense, elle est déjà ressurgie avant même que Trump soit élu. Le 10 février dernier, lors d'un meeting en Caroline du Sud, il a dit qu'il ne protégerait pas forcément les pays européens en cas d'attaque russe, car ils doivent d'abord payer leurs dettes. La sécurité, c'est ça la première crainte de l'Allemagne maintenant ? Oui, je pense que ça, c'est certainement la plus grande crainte. C'est vraiment quelque chose qui va au-delà du parti républicain, au-delà de Trump, qui se trouve aussi beaucoup dans les conversations que j'ai pu avoir avec des démocrates ou des instituts de recherche qui sont proches des démocrates, qui consistent à dire c'est plus possible de financer la défense européenne autant que dans le passé, les Européens doivent faire plus. Sauf que l'Allemagne a quand même beaucoup bougé en 8 ans. Cette fameuse Zeitenwende, elle n'est pas encore tout à fait bien réalisée, mais quand même, quand Scholz a annoncé le fonds spécial de 100 milliards d'euros pour la défense, il a choisi notamment d'acheter du matériel américain pour moderniser, par exemple, sa défense aérienne. Ce ne sont pas des gages suffisants pour Trump ? Tu as complètement raison de dire que le budget de défense qui a beaucoup augmenté en Allemagne, les achats de matériel américain peuvent aider potentiellement. C'est une réalité aussi quand on parle avec des gens qui travaillent pour des sénateurs républicains au Congrès aujourd'hui. C'est vrai que l'Allemagne est beaucoup remerciée en quelque sorte ou bien vue pour les aides à l'Ukraine qui sont très importants, pour les achats de ces matériels, les avions de combat F-35. Mais je pense que, comme tu le disais, l'Allemagne a été la cible préférée de l'administration Trump 1 et je vois très peu de signes d'espoir en quelque sorte, vu de Berlin, que ça changera avec la prochaine administration Trump 2.0. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Le gouvernement actuel de coalition, Scholz personnellement, le Auswärtiges Amt également, ont vraiment tout fait pour couper les ponts avec cette administration Trump qui va arriver en janvier. Juste pour préciser, le Auswärtiges Amt, c'est le ministère fédéral des Affaires étrangères. Oui. Juste pour donner un exemple, après le débat entre Harris et Trump, il y avait cette fameuse citation de Trump qui parlait d'immigrés qui mangeaient des chiens et des chats. Et il y a eu
une réaction officielle par le compte Twitter officiel du Auswärtiges Amt qui se moquait de cela. C'est quand même le compte officiel de la diplomatie allemande et ça a beaucoup été remarqué ici à Washington. Ça a fait des grandes vagues dans le Congrès. Par exemple, Richard Grenell, qui était ambassadeur à Berlin pendant des années, qui s'est déjà livré beaucoup de batailles avec les élites berlinois et qui risque d'être le prochain ministre des Affaires étrangères ou le prochain conseiller de sécurité nationale de Donald Trump, donc quelqu'un d'extrêmement influent et qui, à l'époque, après ce tweet, avait annoncé que c'était bien enregistré et que du coup, on verra comment réagir une fois l'élection passée. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de craintes à Berlin par rapport à ça. Il y a plus de craintes par rapport à cette administration qu'à Paris, où on a été un peu plus prudent avec les commentaires publics pendant la campagne électorale. Alors, au début de son mandat, Trump disait que l'Allemagne était une délinquante et tout à la fin, durant l'été 2020, il a même annoncé le retrait de 12 000 militaires américains stationnés en Allemagne. Il n'a finalement pas pu mettre en œuvre cette mesure, puisque Biden a été élu. Est-ce qu'il va tenter le coup une deuxième fois, là, maintenant ? C'est certainement quelque chose à craindre, oui, tout à fait, et d'autant plus que depuis, la Pologne a commencé à se positionner un peu comme une alternative, fait beaucoup de lobbying. Ici, ils sont très actifs à Washington à travers leur ambassade, à travers des think tanks aussi. C'est vrai que l'Allemagne a été l'État franc en quelque sorte pendant la guerre froide, mais il ne l'est plus. Pendant son premier mandat, Trump voulait faire plein de choses sur la présence américaine partout dans le monde et le Pentagone a empêché certaines initiatives que Trump voulait. Et la grande différence à 2016, en janvier 2025, ça sera, et on en a beaucoup discuté, puisqu'on sait que Trump est mieux préparé cette fois pour justement dépasser ce deep state. Et donc je pense que la crainte allemande, elle est tout à fait réelle. Ce serait une grande rupture. La présence américaine sur le territoire allemand, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup marqué la société ouest-allemande pendant la guerre froide, que ce soit de façon positive, avec des liens étroits entre la population et les GIs, ou bien négativement, avec les manifestations contre le déploiement des missiles Pershing, par exemple, dans les années 80. Ça joue même encore un rôle aujourd'hui, je crois, dans le mouvement pacifiste allemand. Et puisqu'on parle de missiles, Jacob, qu'en est-il de la dissuasion nucléaire américaine qui actuellement protège l'Allemagne ? Trump veut-il aussi la remettre en question ? Alors, personnellement, je crois qu'un scénario où les États-Unis, où Trump met en question le parapluie nucléaire américain pour l'Allemagne, pour d'autres pays de l'OTAN, au sein de l'Union européenne, au sein du NATO Planning Group, est très faible. Je pense que même les gens qui ont argumenté pour un affaiblissement des garanties américaines au sein de l'OTAN ont toujours dit que les garanties nucléaires resteront quelque chose auquel on ne va pas toucher. Néanmoins, je pense que rien que la menace de Trump, rien que ses discours qui vont nuire aussi à la crédibilité du parapluie américain en Europe, vont faire que les positions françaises et les offres de Macron de discuter d'une dimension européenne de la dissuasion française, dissuasion nucléaire française, auront de la côte, si tu veux, et vont retrouver beaucoup plus d'attention dans les discussions européennes. Ok, donc le choc Trump pourrait peut-être donner lieu à un moment européen sur ces questions de défense. Après, la deuxième question, c'est comment financer tout ça. Ça restera la grande question pour les débats franco-allemands et européens. Et c'est vrai qu'il y a il y a quelque chose de très paradoxal, puisque Friedrich Merz, depuis des semaines, il signale à la France qu'avec lui, comme futur chancelier allemand, avec une coalition de la CDU avec les Verts ou une grande coalition avec la SPD, il sera beaucoup plus ouvert à des solutions européennes. Il sera plus à même à se coordonner avec les Britanniques, avec les Français dans les livraisons d'armes à l'Ukraine, à pousser des lignes rouges de Vladimir Poutine et de ne plus vouloir se coordonner à tout prix avec la Maison-Blanche à Washington. Tout cela dit, s'il dit non à financer des projets communs, c'est très difficile de voir comment il veut implémenter tout ça. Pour son info, quelques heures après l'élection de Trump, Friedrich Merz était en débat ici à Berlin à l'invitation de la Hertie School of Governance. Et s'il a dit très sèchement « No »
à des financements communs. Il a laissé entendre que sur le long terme, il pourrait discuter du frein à la dette, à condition que cela profite à l'industrie de la défense européenne, car actuellement à 80%, on achète du matériel qui n'est pas européen. In the longer perspective, we can talk about almost everything. But first-hand, we have to define our interests. We have to combine our efforts. 80% goes outside the European Union. So if we are not willing to take our own position, I would not think about opening the debt brake. C'est très intéressant et d'autant plus, je pense, qu'à Paris, ça sera rencontré avec beaucoup d'enthousiasme parce que ça va dans la direction qui est défendue par la diplomatie, par l'Élysée depuis un bon moment. Je pense que Merz, à mon propre avis, il est en train de se positionner très fortement là-dessus et c'est quelque chose qui est remarqué à Paris parce que c'est un grand changement par rapport à ce que le gouvernement de coalition sous Scholz a fait ces dernières 2 années. Oui. Dernière question, Jacob, à ton avis, est-ce que ces sujets seront des thèmes de la campagne électorale qui commence là, en ce moment ? Tout à fait. Et ça sera très intéressant de voir si Merz a le courage politique en quelque sorte de rester sur cette ligne-là parce que vu que le chancelier se positionne beaucoup sur son image de chancelier de la paix, ça sera pas évident pour Merz de garder cette ligne et ça sera peut-être l'occasion de le comparer un peu à Macron qui en 2017 et en 2022 et on peut reprocher beaucoup de choses à Macron mais qui est toujours resté fidèle à sa ligne pro-européenne. Donc oui, très intéressant à voir et j'espère que les questions de politique internationale, de politique extérieure seront au cœur des discussions de la campagne à venir. Merci beaucoup Jacob Ross pour toutes ces observations et ces analyses depuis Washington. Et avant de vous laisser, permettez-moi d'envoyer un grand merci reconnaissant à Tura Terhusen et Robert Gustafsson, nos 2 mécènes qui ont permis la production en express de cet épisode spécial. Tura est une entrepreneuse allemande et bien qu'elle soit installée depuis plus de 50 ans aux États-Unis, il lui tient particulièrement à cœur de suivre et de soutenir des projets en faveur de l'engagement européen et la meilleure compréhension entre les peuples, et aussi des projets portés par des femmes. Alors, merci beaucoup, madame. Et merci à vous d'être restés à l'écoute. Promis, on revient très vite avec un épisode pour décortiquer le début de la campagne, l'état des forces en présence, qui a ses chances, qui au contraire sera tenu comme responsable de cette instabilité. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.